Bonsoir et désolé pour cette petite attente, mais elle vaut le coup. Vous allez le constater dans quelques instants. Donc, nous arrivons au terme du deuxième jour de ce World Forum 2020. Et l'exercice qu'on vous propose dans l'heure qui va suivre est la première étape d'une démarche qui continuera demain matin. Et on va vous la présenter avec Sophie Le Tartre de Réseau Alliance. Bonsoir Sophie. Bonsoir Jean-Michel. Donc ce soir, nous allons échanger avec Xavier Bertrand, le président de cette région, qui va nous rejoindre dans quelques instants. Et on va explorer 4 thématiques que nous avons choisies: l'économie circulaire, la santé, la rénovation énergétique et la jeunesse. Et se poser la question sur chacune de ces 4 thématiques des nécessaires coopérations sur le territoire. On va poser des questions à notre président de région, on l'entendra sur ses postures, ses positions et également les questions qu'il a à nous poser. Et ensuite, grande séance de travaux pratiques dès demain matin, 9 h. Comment ça va se passer ? Exactement. Donc demain, on vous attend de 9 h à 12h30. On a voulu, en fait, pour cette 14e édition du World Forum, proposer un format un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire et donner un espace de dialogue aux acteurs du territoire, aux entreprises, aux associations, aux collectivités, aux entrepreneurs, pour réfléchir ensemble autour de 4 enjeux majeurs de notre société d'aujourd'hui, pour dessiner des solutions innovantes. Il y a plein de choses sur lesquelles on peut travailler. On sait qu'aujourd'hui, seul un acteur ne peut pas s'occuper de résoudre les problématiques et que c'est la coopération qui peut-être permettra d'avoir des réponses et de changer d'échelle. Le mot « ensemble » est un mot-clé indispensable pour ce World Forum. On a beaucoup échangé, travaillé, appris au cours de ces 2 premières journées. Et c'est la mise en pratique à partir de demain sur un terrain de jeu évident qui est cette région des Hauts-de-France. Alors concrètement, à partir de demain matin 9 h, comment ça va se passer pour les personnes qui se sont inscrites? Je vous précise d'ailleurs que vous pouvez encore vous inscrire. Vous n'avez plus que quelques minutes. Et pour cela, vous allez sur le site du World Forum pour vous inscrire aux séances de demain matin. Et je vois que Xavier Bertrand nous a rejoints et on échangera avec lui dans quelques instants. Alors, demain, de 9 h à 12h15, comment ça se passe? C'est ça. Donc, on a une équipe de 9 super animateurs qui seront là pour vous entourer. À 9 h, les participants se connecteront. On a 200 places. Il nous en reste encore un peu. Donc, allez-y, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous aurez un temps d'explication du déroulé de la matinée. Puis ensuite, vous pourrez, via un lien qu'on vous aura envoyé, vous connecter sur la thématique que vous avez choisie: réno énergétique, économie circulaire, santé ou jeunesse. On vous proposera un temps un peu icebreaker où vous pourrez échanger les uns avec les autres pour faire un peu connaissance. Et vous rejoindrez ensuite une table de défis sur laquelle vous serez entre 6 et 9 participants selon les défis. Et là, pendant 1h30, grâce à l'animation que vont nous donner nos super animateurs, vous pourrez travailler ensemble et vous aurez l'occasion, à la fin de la session, vers 12h15, de tous vous retrouver pour un grand débrief et de partager un petit peu les idées que chaque groupe a pu émettre. Voilà, et on se retrouvera demain après-midi à partir, donc ce jeudi après-midi, à partir de 15 h, avec des grands témoins qui seront à l'écoute de votre production. Et cette production, elle va être challengée par des interpellations, des contributions de Xavier Bertrand qui est avec nous. Bonsoir Xavier Bertrand. On va passer une petite heure en votre compagnie et merci beaucoup pour un exercice très utile que vient de nous présenter Sophie. Vous allez entendre 4 acteurs de notre territoire sur 4 thématiques que nous avons choisies: économie circulaire, santé, jeunesse et rénovation énergétique. Et on va se poser la question de la nécessité du travail ensemble et des coopérations autour de ces thématiques. Donc, je vais accueillir physiquement ici sur ce plateau du World Forum ou à distance des acteurs de notre région que je vous présenterai. Vous allez les écouter. Xavier Bertrand, 1 minute et demie, 2 minutes. Et ils ont des questions à vous poser et on vous entendra.
Et ce que vous nous direz sera repris demain matin dans les ateliers sur lesquels nous réaliserons, nous relèverons des défis concrets, j'espère, autour de ces enjeux tellement essentiels pour la vie et le quotidien des habitants des Hauts-de-France. Le premier sujet que nous allons aborder, c'est celui de l'accélération, de la nécessaire accélération de la rénovation énergétique. Et j'ai le plaisir d'accueillir Mathias Povs, qui est le délégué régional d'EDF. Bienvenue Mathias, prenez place. Donc l'exercice, vous l'avez compris, Xavier Bertrand et nous tous, nous allons vous entendre pour poser le sujet, poser le problème de la rénovation énergétique, et ensuite on vous entendra, Xavier Bertrand, si vous le voulez bien. C'est à vous Mathias. Merci Jean-Michel, bonjour à tous. Alors la rénovation énergétique, aujourd'hui au cœur de l'ensemble des plans de relance, on en parle beaucoup, c'est un enjeu majeur pour notre région, et d'ailleurs c'est notre région peut-être qui a été pionnière pour certains dispositifs, et je vais en parler. Ce que je voulais dire au départ, c'est poser un peu le cadre et donner des quelques chiffres clés en essayant de ne pas vous asséner trop de chiffres, mais on voit que dans la stratégie nationale bas carbone, on vise des bâtiments zéro émetteurs de CO2 en 2050. Aujourd'hui, la programmation pluriannuelle de l'énergie évoque 2,5 millions de logements rénovés à l'horizon de 2023 et bien entendu la suppression des moyens fossiles, c'est-à-dire 10 000 chauffages au charbon et 1 million de chaudières fuel qui devront être remplacés par des moyens bas carbone et donc de type PAC, biomasse ou d'autres moyens vertueux en matière d'environnement. Quelques chiffres également, parce que la technique c'est important, mais la vie dans le bâtiment, et le bâtiment au-delà d'un bâtiment est un logement et donc un foyer. On a 468 000 ménages en Hauts-de-France qui sont en situation de vulnérabilité vis-à-vis de l'énergie. Un parc de 2,8 millions de logements et 1,5 million de logements qui ont plus qui datent de plus de 1975. Donc quelques objectifs ont été rappelés dans le SRADET qui a été voté par la région en juin 2020. L'objectif étant qui est le grand schéma régional d'aménagement du territoire. D'aménagement, tout à fait. La feuille de route du développement régional. Exactement. Donc, il vise à réhabiliter entre 70 et 80% du parc d'ici 2030, notamment sur les étiquettes, vous savez, les fameux baromètres d'efficacité énergétique des bâtiments, les étiquettes F et G. Et vise à 100% en 2050. Donc, on le disait tout à l'heure, la région a été pionnière avec divers dispositifs, notamment la programmation régionale pour l'efficacité énergétique et surtout un élément phare qui est le SPE, donc le service public de l'efficacité énergétique. On a eu l'occasion d'en parler dans d'éditions précédentes du World Forum, qui permet à la fois d'adresser la question de l'accès via des guichets uniques, d'avoir accès également à des tiers financements et un accompagnement pour ceux qui souhaitent engager la rénovation énergétique, avec différents segments, puisqu'on voit qu'il y a du bâtiment public, avec une recherche d'efficacité économique, de performance, des bailleurs sociaux qui cherchent à adresser la rénovation de leur parc de logement et donc également la qualité de l'habitat qui touche sur des questions de confort et même de santé publique dans certaines passoires thermiques, notamment dans le renouveau du bassin minier. On voit que cette demande a été soutenue par tous les dispositifs depuis le Grenelle de l'environnement. En revanche, quand on parle de passer à une échelle et accélérer, comme vous l'évoquiez, il faut maintenant soutenir l'offre. Alors, c'est ça le sujet. Et donc, quelles sont les problématiques auxquelles nous sommes confrontés ici et que vous posez à Xavier Bertrand? Exactement. Donc, le SPE a pleinement rempli ses objectifs à l'époque. 1500 logements en 2019 pour 38 millions d'euros investis. 93% des travaux réalisés par des entreprises locales, donc un bénéfice de filière de l'emploi, 500 emplois créés en plus de la filière, et une économie sur la facture pour ceux qui ont eu le logement rénové de 42%. Donc on voit qu'on a un modèle qui est efficace. Alors maintenant, les questions maintenant. Pour mise à l'échelle. Comment mettre à l'échelle pour adresser les 1,5 million de logements qui sont la cible dans le schéma d'aménagement qu'on évoquait tout à l'heure. Tout à fait. Et comment le faire en ayant une approche vertueuse à la fois d'émissions de CO2 pour l'environnement, d'adresser le confort et la qualité de l'habitat
pour les personnes, voire la santé, on le disait, pour les passoires énergétiques, D'accord. adresser la facture énergétique qui est du pouvoir d'achat pour les habitants, et bien entendu permettre aux propriétaires, aux bailleurs d'avoir cette performance économique. Alors Xavier Bertrand, la rénovation énergétique doit être universelle et concerner le plus rapidement possible l'ensemble du bâti de notre région. Il y a une question des professionnels embarqués, il y a une question de l'accès des citoyens à ces dispositifs pour rénover. C'est ensemble que ça va se passer. Quelles sont vos réponses ? La première des choses, si vous voulez bien, on ne va pas se placer du côté des professionnels. On va se placer à hauteur des gens. En clair, j'ai la volonté de réaliser des travaux d'efficacité énergétique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire mieux chauffer, vivre dans de meilleures conditions, et puis aussi que ça me coûte moins cher, et donc que ça favorise mon pouvoir d'achat. Dans ces cas-là, comment ça se passe pour moi ? Et la première des choses, c'est qu'il faut que je sache à quel endroit je peux frapper. Est-ce qu'il y a un guichet unique physique ? Est-ce qu'il y a un guichet unique virtuel ? C'est ce que l'on a appelé le SAR. C'est un dispositif mis en place par l'État, la région est partenaire, et qui permet, dans des endroits bien identifiés, on l'a de toute façon sur le site internet, aux particuliers de bénéficier derrière ce guichet unique de l'expertise de tout un réseau. Il y a des guichets uniques de l'habitat. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est l'une des propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Déployer un réseau harmonisé de guichets uniques. Et là-dessus, vous y allez, vous avez ce guichet unique, mais derrière le guichet unique, il y a beaucoup de travail d'ingénierie qui est fait par un certain nombre de professionnels. Et vous savez concrètement combien vous allez pouvoir toucher. Donc, vous l'avez vu, le gouvernement a mis sur la table un dispositif là ouvert à tous, enfin, parce qu'autrement, auparavant, on réservait les aides aux familles qui en avaient certainement très besoin, mais qui n'avaient pas beaucoup de moyens, donc on avait du mal à atteindre l'objectif. Et là, le distribution de ma prime rénov doit absolument se faire concrètement avec le programme SAR. Nous, la région, on a un certain nombre de dispositifs, de logements qui ont été rénovés, enfin un certain nombre, des milliers qui ont été rénovés depuis quelques années. On va venir joindre nos forces à ce dispositif. Voilà comment on peut faire. Ça, c'est au niveau justement des gens. Après, il y a tout un enjeu que Mathias vient d'évoquer à l'instant, c'est qu'il va falloir aussi des hommes et des femmes pour faire ces travaux. Et là, on a un enjeu de recrutement. Alors, il y a Pôle emploi, il y a Proche emploi de la région. Il y a un enjeu également de formation. Et là, on a besoin de booster toute une filière parce que cette filière-là va recruter. Cette filière-là ne devrait pas connaître la crise. Et il faut justement qu'on puisse aller très vite pour former les hommes et les femmes qui vont intervenir justement dans tous ces domaines. Alors, on a aussi des campus qui existent, il faut les mobiliser. Mais si je peux me permettre, il faut qu'on ait une volonté régionale, mais qu'après on sache faire du sur-mesure. Si j'ai des besoins sur Sambre-Avesnois, ce ne sont pas forcément des personnes qu'on doit former sur la côte Picarde. Donc il faut qu'on soit capable justement de faire du sur-mesure pour que ceux qui ont besoin, notamment un artisan ou une grande entreprise, encore une fois du département du Nord, ne soient pas obligés d'aller chercher ces lieux de formation dans l'Oise. C'est-à-dire qu'il faut ensuite qu'on soit très terrain. Et tout ça est à raccrocher, et je le dis pour les travaux de demain, de Rêve 3, de la troisième révolution industrielle, parce que la troisième révolution industrielle, c'est à la fois une très grande ambition, mais c'est aussi maintenant 1200 projets concrets dans la région qui touchent notamment à cette rénovation énergétique avec des procédés totalement novateurs, et nous sommes à la pointe. Donc dans les sujets pour demain, pour ce... je ne sais pas comment vous appelez cette rencontre de travail demain, un workshop, comme on dit en Picard. Ouais. Dans ces conditions-là, c'est placez-vous des deux côtés et voyez comment nous pouvons apporter des réponses les plus concrètes pour que cette ambition se traduise de façon la plus pratico-pratique. Très clair. 2 défis sur lesquels on travaillera demain. Le premier défi, c'est celui de l'accès de chacun d'entre nous au dispositif. Ce guichet unique, virtuel, réel, comment on le met en place ? Quelle efficacité ? Et puis le deuxième défi, c'est celui des pros, avec une égalité territoriale, avec des sujets de recrutement, des sujets de qualification. Donc on a 2 défis très clairs. Mathias.
J'en ajouterai peut-être un troisième, si vous le permettez, Monsieur le Président, c'est comment on arrive à soutenir une filière, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit qu'on a une mosaïque d'acteurs, et pour passer à l'échelle, c'est-à-dire passer à l'échelle de dizaines de milliers de logements, c'est comment créer cette filière et quelque part réinventer le rapport avec un pouvoir public, la région, qui serait garante de l'intérêt général, et une alliance de pionniers. C'est ce qu'on a essayé de faire depuis quelques mois avec Rabot du Tilleul, avec les bailleurs sociaux, avec les acteurs de Rêve 3, la région, avec Frédéric Nious, on l'évoquait, pour qu'on vienne boucher ces petits trous de la mosaïque qui nous manquent, pour créer cette filière d'offres qui soit capable de répondre à ces attentes. Et là, je pense qu'il faut être innovant, il faut industrialiser, et se baser sur des expérimentations type Energy-Sprong qui ont été évoquées. Mais donc modéliser, là aussi c'est une question qu'on posera demain, quelle modélisation de fonctionnement simple, concret, efficace pour chacun d'entre nous. Merci beaucoup Mathias pour ce premier sujet. Bah, oui, allez-y Xavier Bertrand. Juste un point, j'ai essayé de me placer à hauteur de ceux qui ont besoin de faire les travaux de rénovation énergétique et de me placer aussi du côté de ceux qui vont faire ces travaux. N'oublions pas une chose, c'est derrière, il y a une ambition beaucoup plus large. C'est le résultat CO2 également, c'est l'enjeu climatique. Ensuite, il y a une autre logique, c'est la logique de l'approche industrielle de la chaîne de valeur. Parce que ce ne sont pas seulement des artisans, ce sont aussi des grandes entreprises. Il y a toute cette logique-là parce qu'on est bel et bien, et c'est le World Forum qui le veut, dans une approche justement d'avenir de la région. Et si je suis sur l'avenir, il y a cette dimension écologique, climatique et cette dimension industrielle. Et ça, pour moi, c'est très important de ne pas perdre de vue que derrière ces mesures très concrètes, il y a une vision. Merci beaucoup. Merci Mathias. Je crois qu'on a du grain à moudre pour demain sur ce premier thème. Ça va être la même chose sur les autres thèmes qu'on va aborder ensuite. Je vous précise également qu'on consacrera les 10 dernières minutes de notre rencontre en compagnie de Jean-Pierre Le Tartre, le président du World Forum, pour voir avec vous, Xavier Bertrand, les conditions du faire ensemble dans cette région. Deuxième sujet, c'est celui de la santé. Santé, entreprise et territoire. Quel projet collectif? Comment s'engager ensemble? Comment coopérer? Vous allez entendre la contribution de Thierry Daubresse, qui est en direct avec nous et qui est président du conseil de surveillance de l'hôpital de Lens. C'est à vous Thierry, et ensuite Xavier Bertrand nous répond. Voilà, donc en faisant très court, comme il m'avait été demandé, simplement au début de la crise sanitaire, les hôpitaux, et en particulier les hôpitaux qui étaient en difficulté financière, comme celui de Lens, se sont trouvés à de multiples pénuries. De nombreux reportages ont montré que la mobilisation territoriale pouvait être une des réponses. L'hôpital de Lens a, à ce moment-là de la crise, fait le constat qu'il était coupé de son écosystème et ne savait donc pas comment mobiliser les énergies, comment mobiliser les stocks capables de venir l'aider. Des membres du personnel ont cherché des solutions grâce à leur carnet d'adresse, et aussi, heureusement, des élus locaux qui, s'ils ont perdu beaucoup de pouvoir au sein des conseils de surveillance, continuent de siéger et ont été, en particulier pour Lens, propulsés comme lien de l'hôpital avec les acteurs du territoire et en particulier avec les acteurs économiques. C'est comme cela que l'on a vu des mobilisations d'entreprises pour fournir du gel, pour fournir des masques, et sur Lens, la création d'un atelier de surblouse rendu possible grâce à l'engagement de l'entreprise TT Plast et à la mobilisation de plus de 300 bénévoles. C'est cela qu'on a vécu. La mobilisation a été rapide, remarquable, mais ces solutions créées dans l'urgence ne sont sûrement pas pérennes. Si l'après-guerre a mis en place des solidarités exceptionnelles, et en particulier dans le domaine de la santé, l'après-guerre a aussi construit une société basée sur des corporatismes, basée sur des acteurs qui vivent ensemble et évoluent ensemble, mais qui ne se connaissent pas, jusqu'à créer parfois une société que certains ont d'ailleurs appelée une société de défiance. On n'avait pas besoin de la crise pour s'en apercevoir, mais la crise sanitaire a été franchement un révélateur. Alors les questions qui sont posées au World Forum sont donc comment rompre l'isolement de l'hôpital alors que les questions de santé ont souvent été réservées aux acteurs de santé dont c'est le métier. Mais aussi, et inversement, comment rompre l'isolement des entreprises face au monde de la santé, sachant que l'entreprise responsable devra demain
intégrer plus les questions de santé de son personnel. Bref, quel peut être le contrat gagnant-gagnant avec une question cadeau pour le président de région? Comment le faire, ce contrat gagnant-gagnant, avec des règles de marché public d'aujourd'hui qui ne permettent pas aux acteurs publics de créer des relations privilégiées avec les entreprises locales? Très clair, merci Thierry Daubresse, président du conseil de surveillance de l'hôpital de Lens. On va passer au troisième thème sur lequel nous travaillerons demain jeudi, qui est celui de l'économie circulaire, avec Florence Durier qui va nous rejoindre. Florence Durier qui anime Ramène ta bouteille. Vous nous en dites deux mots très rapidement, Florence? Écoutez, avec plaisir. Et le micro fonctionne. Donc Ramène ta bouteille, c'est une filière de réemploi de contenants de bouteilles, comme le dit le titre, qu'on a mis en place avec mes associés depuis plus d'1 an et avec des acteurs du territoire. Et ça fait partie d'une des filières de réemploi de contenants qu'on met en place chez Eau la Consigne, puisqu'on travaille sur les bouteilles, mais également sur les plats, et qu'on a aussi l'intention de travailler sur les casiers, les bacs, les gobelets et j'en passe. Tous ces contenants aujourd'hui qui sont plutôt à usage unique et qu'on veut transformer dans des boucles de réemploi en usage en maintes usages pour limiter les déchets qu'on produit dans notre consommation quotidienne. La consigne, c'est un sujet sur lequel on devrait légiférer dans notre pays. Alors, nous, on aimerait bien. Je pense que ça a beaucoup de sens. Nos voisins de l'Europe du Nord le font, là. Hein. Tout à fait, nos voisins très proches, la Belgique consigne, l'Allemagne consigne. La Convention citoyenne pour le climat a mis en avant ce besoin effectivement de consigne pour les bouteilles, mais pas que. C'est un vrai changement et c'est une attente aujourd'hui des habitants. Toutes les études qu'on a pu faire et les expérimentations qu'on met en place montrent que les habitants sont prêts à le faire, à changer ce comportement-là et à avoir cette consommation responsable. Reste aux acteurs de l'industrie agroalimentaire, aux distributeurs, etc., aux restaurateurs, à mettre en place cette solution et ils ont besoin aujourd'hui de solutions opérationnelles pour le faire. Alors, on a choisi ce sujet de l'économie circulaire. Une loi est arrivée juste avant le confinement, le 10 février pour être précis, qui s'intéresse d'abord aux déchets. Oui. L'économie linéaire, c'est-à-dire l'utilisation des ressources, est finissante. Il faut donc recycler et le déchet devient une ressource. Et ces boucles d'économie circulaire se développent et c'est un sujet éminemment territorial. Éminemment territorial. Le problème, c'est quels acteurs pour assurer l'ensemble de la filière et l'ensemble de la filière en boucle. Quelles sont les problématiques que vous posez aujourd'hui ? Alors, juste pour rappeler, l'économie circulaire, ça concerne pas mal de domaines. Ça peut concerner la construction, la rénovation, les biodéchets, donc l'usage unique, le domaine sur lequel on est, mais aussi la mode, et j'en passe, ils sont vraiment nombreux. Et en fait, l'ensemble, effectivement, de ces boucles d'économie circulaire, en fait, présente 3 enjeux aujourd'hui assez majeurs et sur lesquels je pense que le politique a vraiment un impact à avoir et un rôle à jouer. Le premier enjeu, c'est l'enjeu de la coopération. Puisque quand on parle d'économie circulaire, on parle justement de boucles, de produits, de matières. Et donc, le déchet de l'un devient la ressource de l'autre. Ça nécessite généralement qu'un tiers intervienne également pour organiser le tout. Donc aujourd'hui, une des questions que je pose parmi les 3 questions, c'est comment le politique intervient et favorise cette coopération entre les acteurs. On a le deuxième enjeu qui est l'enjeu de l'accélération. Je pense qu'on a suffisamment de signaux autour de nous pour savoir qu'il faut qu'on accélère et qu'il faut que le modèle de l'économie circulaire devienne le modèle dominant devant celui de l'économie linéaire. Donc de la même manière, comment le politique aide et favorise cette économie circulaire pour qu'elle devienne le modèle dominant. On a enfin l'enjeu du financement, puisqu'on parle de nouveaux modèles, on parle d'innovation sociale, technique, environnementale. Comment les finances publiques viennent se positionner sur ces sujets-là, permettent l'émergence de ces innovations. Et du coup, une question pour notre président de la région. Dans le plan de relance que vous avez mis en place et voté cet été, quelle place, quelle priorité donner à l'économie circulaire à travers ces 3 enjeux notamment, la coopération, le financement et l'accélération? Sur le plan de relance national, environ un tiers flèche la transition écologique énergétique. Qu'en est-il sur ces plans de relance régionaux? Vos 3 questions sont très claires. Il y a une question de coopération. Comment
mettre en œuvre concrètement ces boucles matières sur le territoire. Une question d'accélération. Vous y croyez au modèle de Milan, vous ? Ah, je crois que c'est nécessaire de passer sur ce domaine-là. C'est nécessaire, mais vous y croyez ? Ah oui, j'y crois. Ouais. J'y crois. Je pense que quand on est face à une crise, elle n'est peut-être pas encore assez évidente pour un assez grand nombre de gens, mais elle le devient. 2 ans en arrière, on avait tous ensemble pas du tout le même discours. Donc oui, j'y crois. Donc où sont les accélérateurs ? Et puis cette troisième question des financements. Oui. Qu'est-ce qu'on flèche pour développer, accélérer l'économie circulaire ? Bon, merci beaucoup. Alors écoutez, on verra si on a des réponses. Ouais, on va voir si on a des réponses. Mais en tout cas, j'ai noté vos 3 interpellations, comme j'ai noté aussi celle de Thierry Daubresse. Et puis, ce que je vous propose, c'est de passer à la... Ah, mais Monsieur Bertrand est revenu. Je vais faire juste une synthèse de l'interpellation faite par Thierry Daubresse, qui a vécu avec l'hôpital de Lens, il en préside le conseil de surveillance, des difficultés de travailler avec les acteurs du territoire. Ils se sont sentis seuls, en fait. Donc, sa première question, c'est comment faire en sorte que ces hôpitaux ancrés dans les territoires ne soient pas des hôpitaux hors sol, mais travaillent vraiment en réseau avec l'ensemble des acteurs. Ça, c'est la première question de Thierry Daubresse. Et puis sa deuxième question, c'est quelle solidarité, quelle coopération, comment faire tomber les corporatismes, entreprises, professionnels de santé, public comme privé d'ailleurs, et hôpital bien évidemment. En fait, il pose la question des nécessaires réseaux de santé pour faire en sorte de prendre soin des gens le mieux possible. Quelle est votre réponse ? Bon, déjà, la première chose, c'est que si Thierry dit que ça coopère pas assez, c'est que nous, on n'a pas la compétence. On est juste appelé de temps en temps pour financer un équipement, mais la compétence est celle de l'État. C'est un ancien ministre de la Santé qui vous le dit. Le système, aujourd'hui, moi je l'avais porté en 2004, ça va faire non pas 20 ans, mais pas loin, il a besoin d'être refondu. Alors je fais une proposition très concrète, dont vous pourrez parler effectivement demain. Moi je propose que les collectivités locales rentrent davantage dans la gestion du système de santé à une condition, qu'elles acceptent de s'investir et qu'elles acceptent de s'investir financièrement. C'est-à-dire, en clair, on vous passe une partie des clés, mais vous acceptez de mettre des moyens financiers, des moyens budgétaires supplémentaires. Alors, la stratégie, elle est forcément celle de l'État. Mais à partir du moment où la stratégie est sur la prévention, on a besoin de développer davantage d'actions. C'est vrai aussi sur la question de la démographie médicale. Et pas seulement la démographie médicale dans les hôpitaux, mais aussi dans ce qu'on appelle les cabinets de ville, qu'ils soient en agglomération ou qu'ils soient en milieu rural. Donc derrière cela, on voit que l'État, aujourd'hui, tout seul, je ne pense pas qu'il soit capable de faire des miracles, mais en revanche, l'État plus les collectivités, il ne s'agirait pas de complexifier, mais de flécher des opérations sur lesquelles on pourrait intervenir autrement. Après, dans ce que dit Thierry, il faut savoir, il a fallu se battre avec des élus, quelle que soit leur sensibilité politique, pour obtenir enfin le feu vert pour la reconstruction de l'hôpital de Lens. Et les équipes de direction et médicale n'ont pas ménagé leur peine pour cela. Quand vous voyez quand même qu'il a fallu se battre, menacer, pour qu'au final on donne le feu vert sur un établissement dans le bassin minier, ça montre quand même qu'il y a un vrai décalage entre les instances d'État, quelle que soit la couleur politique, et puis aussi la question des pressions budgétaires. On a beau dire que la santé est l'un des points les plus importants, il y a toujours du mal pour que ça suive derrière. Après, je voudrais aller aussi un peu plus loin. Un hôpital tout seul ne peut pas réussir. Il faut qu'il y ait bien évidemment les réseaux. Les réseaux existent. Mais le problème que nous avons aujourd'hui, et je peux d'autant plus le dire que l'hôpital de Lens sait pertinemment que sur le bassin minier, il faut travailler en réseau, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait des préventions entre le public et le privé, entre les hôpitaux publics et les hôpitaux privés, entre les établissements et la médecine de ville, entre les médecins et les autres. Je pense que les professionnels, ils sont beaucoup plus préparés que ceux qui nous dirigent. Sur le terrain, on sait faire du pratico-pratique. Sur le terrain, on sait gérer cela. Et je prêche aujourd'hui pour qu'il y ait une vraie décentralisation. Alors, entendons-nous bien, les conditions de remboursement, de prise en charge, elles doivent être les mêmes sur le territoire, mais il y a quand même des territoires qui méritent peut-être pas un plan Marshall, mais un plan d'action. Vous savez, peu de gens en ont conscience. Nous sommes dans une région où on meurt plus tôt qu'ailleurs, parce qu'il y a des déterminants de santé.
parce qu'il y a ce que l'on appelle une prévalence d'un certain nombre de maladies d'affection. Bon, bah, visiblement, ça dérange personne en France. Donc, moi, bien souvent, j'ai dit, OK, on signe un nouveau contrat de partenariat avec l'État. Je suis prêt à m'engager davantage qu'au lieu de financer seulement de temps en temps un scanner ou un IRM, mais laissez-nous de la place pour qu'on soit plus efficace. Alors, je ne sais pas où sont les préventions. Là, ce n'est pas la prévention, les préventions. Mais une chose est certaine, c'est que si on veut que cette espérance de vie amoindrie ne soit pas une fatalité, il va falloir changer de logique. Donc, pour demain, est-ce que vous pensez que les collectivités locales, je parle pour la région, mais c'est vrai aussi les départements sur la gestion des EHPAD, les maisons de retraite, comme l'on dit, que ce soit aussi les collectivités sur le financement des maisons de santé, est-ce que vous pensez que c'est une bonne ou une mauvaise chose que les collectivités, si elles mettent plus de moyens, s'investissent et soient davantage responsabilisées? Alors, on va passer, si vous le voulez bien, Xavier Bertrand, au sujet de l'économie circulaire. 3 questions, je les reformule, hein, qui ont été posées par Florence Durier de Ramène ta bouteille, qui développe des modèles économiques de consignes autour des bouteilles. La première question qu'elle vous pose, c'est pour faire de l'économie circulaire, il faut des ressources locales. Donc, quelle dynamisation des circuits de professionnels, d'industriels, de business pour produire et fournir de la ressource afin de la transformer. C'est la première question qu'elle pose. La deuxième question qu'elle vous pose, c'est celle de l'accélération. Elle nous a dit tout à l'heure, il faut que l'économie circulaire devienne un modèle dominant. À quelles conditions selon vous? Et enfin, la troisième question qu'elle vous pose, c'est dans votre plan de relance régional, quelle part vous réservez à ces modèles d'économie circulaire? Donc, sur le plan de relance d'1,3 milliard, okay. Sur ce 1,3 milliard, il y a... sur ce 1,3 milliard, il y a de l'argent pour financer des nouveaux projets d'économie circulaire. Parce que ce que nous avons voulu, c'est des enveloppes qui ne soient pas fermées, fixes. Si j'ai des bons projets qui me valorisent de l'activité, qui créent de l'emploi ou qui soutiennent l'emploi, et qui contribuent au soutien de l'économie et à la relance de l'économie, je suis prêt à flécher des sommes d'une catégorie vers l'autre si j'ai des projets. Aujourd'hui, l'économie circulaire existe dans la région parce que je pense qu'on a depuis longtemps perçu que le déchet n'était pas une valeur négative, mais bien une ressource et un bien à part entière. Maintenant, ce que je cherche aujourd'hui, ce sont des nouveaux projets ou le renforcement des projets existants de façon à nous permettre de consolider cette filière en matière de chaîne de valeur et aussi d'emploi. Je vous donne un exemple. Vous savez que de haute lutte, en mettant des moyens très importants sur la table avec les intercommunalités, nous avons sur la filière automobile l'usine de batterie d'ACC qui sera à Douvrin, avec un nombre d'emplois comme rarement on en a créé en France et dans la région également, il n'y a que Toyota qui a été de cette ampleur-là. Bon, moi ce que je voudrais, c'est regarder dès maintenant pour une filière recyclage. Produire des batteries pour le groupe PSA, pour des véhicules qui seront vendus dans l'Europe entière, c'est bien. Même si ces véhicules ne circulent pas tous dans la région des Hauts-de-France, je voudrais que ce soit dans la Hauts-de-France qu'on ait la chaîne intégrée de la production jusqu'au recyclage. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse. D'autre part, les lois qui ont été votées dernièrement, la loi qui a été votée dernièrement, nous donne de nouvelles opportunités. Je voudrais qu'on les saisisse à fond, clairement, dans la région. Et il faut savoir qu'avec l'acquis stratégique et celui de la troisième révolution industrielle, on a aussi la possibilité, avec le fonds TRI et avec le plan de relance, de pouvoir financer des nouveaux projets. Et là, Philippe Vasseur serait beaucoup plus disert que moi sur cette question des financements avec la troisième révolution industrielle, mais on a décidé de doter de 100 millions d'euros la part région qui vient s'ajouter à ce que nous faisions pour pouvoir lever jusqu'à 650 millions d'euros. Donc clairement, en termes d'ingénierie et en termes de financement, des nouveaux projets d'économie circulaire peuvent voir le jour très clairement dans la région. Moi, je voudrais qu'on prenne un leadership de l'économie circulaire, sachant qu'on est déjà aux avant-postes aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci également à Florence. Et on va aborder notre 4e et dernier sujet
qui est celui de la jeunesse. On a invité Xavier Bertrand, des étudiants de l'université Jules Verne d'Amiens, qui vont se présenter et qui ont des questions à vous poser. Alors, on accueille Julien Dupont et Loïc Normand. Bienvenue à tous les deux. Je vous laisse la parole, allez-y. Donc, les trois questions que souhaitait poser Julien Dupont, Loïc Normand et également Stéphane Baillet, qui est avec nous, sont les suivantes, Xavier Bertrand. Premièrement, un sondage IFOP sorti au début de cette année explique que 71% des jeunes qui étudient dans l'ex-Picardie, sur le versant sud de notre région, disent que ce sera plutôt difficile de pouvoir trouver un boulot dans la région, 71%. Et donc leur question, c'est quelle connexion entre ces jeunes qui étudient dans notre région et la possibilité qu'ils aient accès à des boulots sur le territoire. C'est la première question. Et puis la deuxième question, elle est d'actualité, c'est quelle connexion à l'apprentissage, aux offres de contrats d'apprentissage des entreprises et aux offres de contrats de stage également. Il y a beaucoup de demandes aujourd'hui, peu d'offres, et comment mieux connecter l'offre et la demande. On vous écoute là-dessus, Xavier Bertrand. Et ensuite, on aura une question de Stéphane Baillet de la Chambre des métiers et de l'artisanat. L'an dernier, dans la région, le conseil régional, 1000 places de stage pour des jeunes. 1500 cette année, parce que je pense qu'on va connaître une situation qui va être avec autant de jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Et si nous ne leur offrons pas des possibilités, des emplois, des stages, de l'apprentissage, derrière cela, on va avoir une génération qu'on va avoir du mal à raccrocher. Et je ne voudrais pas que ce soit les grands sacrifiés, cette génération Covid. Donc, si nous le faisons, vous savez, ce n'est pas si simple de mettre en place 1500 postes de stage dans la région. Au début, certains m'ont dit, mais comment on va faire? C'est beaucoup de travail. Oui, mais entre les services généraux, les ports, les transports, les lycées, on a la possibilité à ces jeunes de mettre le pied à l'étrier. L'apprentissage, contrairement à ce que certains pensaient, il y a eu aussi les aides de l'État qui ont été mises en place. Aujourd'hui, tient bien. Et pour les jeunes, on approche aujourd'hui les 40 000 apprentis par an dans la région. On est en train de continuer dans cette dynamique. La seule chose, c'est que je sais que les entreprises attendent peut-être de se retrouver de l'autre côté de la montagne pour avoir de la visibilité, mais il faudrait que dès maintenant, on puisse leur offrir cette possibilité. Il y a des aides de l'État, j'avais souhaité qu'elles soient plus importantes, très importantes, parce que ça permettait justement d'anticiper la visibilité de recrutement pour ces entreprises. Mais je pense qu'il y a aujourd'hui de réelles opportunités, mais il faudra certainement qu'on muscle nos dispositifs et qu'encore une fois, l'État, les collectivités locales et aussi les entreprises en fassent front commun en la matière. Et je dis à nos jeunes, je pense que l'enjeu, au-delà de la gestion de la crise, c'est pour nous de se dire, pour ceux qui sont notamment à Amiens, que je n'ai pas pu entendre, c'est de se dire, voilà, un jeune qui naît dans une région, les Hauts-de-France ou ailleurs, pourquoi il se dirait que dans 20 ans, il peut faire sa vie dans les Hauts-de-France? Et c'est aussi là qui nous ramène à un temps qui n'est pas le temps seulement politique et médiatique. On doit aussi bâtir une région qui offre des opportunités à ces jeunes. Et c'est vraiment ce que j'essaye de faire au-delà des politiques d'urgence que nous mettons en place. Comment on garantit que la région la plus jeune de France aujourd'hui reste la région qui soit quasiment la plus dynamique parce qu'on aura gardé notre jeunesse. Mais attention, il y a des jeunes qui voudront des formations courtes, il y a des jeunes qui voudront des formations plus importantes. Je dois trouver des solutions. Je dois trouver des solutions, dit Xavier Bertrand. Alors, je résume ce que nous propose Xavier Bertrand sur ce thème. Et après, on va terminer avec Stéphane Baillet, s'il est toujours en ligne avec nous. Et on conclura cette séance. Stage apprentissage, 1500 postes de stage. La question qu'il nous pose, c'est comment on fait et comment on assure la connexion. Sur l'apprentissage, a priori, ça tient bon pour l'instant, mais il faut avoir un front commun, c'est son terme, entre État, région et collectivité, le local. Et puis enfin, cette région la plus jeune de France doit garder ces jeunes qui étudient ici pour qu'ils bossent ici
et donc il faut qu'on apporte des solutions. Est-ce que Stéphane Baillet est toujours avec nous? Stéphane? Tout à fait. Et bonsoir Monsieur le Président. Et pour l'anecdote, moi je suis connecté de Amiens et j'apporterai aujourd'hui et ce soir en tout cas une voix de la Picardie dans ce World Forum et très, très heureux évidemment d'y participer. Alors d'abord, c'est vrai, rapidement confirmer ce que vous venez de dire concernant la partie apprentissage. Et nous sommes dans une rentrée aujourd'hui qui est moins pire que ce que nous avions craint. Il y a eu des efforts déjà combinés du plan de relance de la région, du plan de relance de l'État et des chiffres finalement de jeunes qui signent des contrats d'apprentissage qui sont bien plus rassurants que ce que nous avions envisagé. Et en effet, concernant les places de stage dont vous parlez, nous y contribuons effectivement aussi avec grand plaisir et nous attendons malheureusement, c'est vrai, les nouveaux demandeurs d'emploi qui vont arriver sur le territoire. Pour continuer de planter le décor, en fonction de ce que vous avez dit aussi, Monsieur le Président, le visage de la formation a déjà été transformé. Nous avons pu, depuis quelques mois déjà, beaucoup plus mettre en avant, notamment de formation en mode e-learning. Nous avons pu déjà créer des parcours en mode APEST, action de formation en situation de travail, ce qui notamment confère aux jeunes une présence bien plus accrue dans l'entreprise, ce qui fait passer évidemment la formation pour un mode moins scolaire. Nous avons pu déjà bâtir des parcours sur mesure. On a commencé en tout cas dans de la maroquinerie de luxe, dans la boucherie pour des commis bouchers qui sont formés simplement en 2 mois et demi, 3 mois, pour les métiers d'art sur lesquels nous allons évidemment mettre beaucoup d'accent puisque vous l'avez dit, nos forces vives et nos talents partent aujourd'hui beaucoup trop. La problématique qui demeure, alors que le visage de la formation a changé et que les tuyaux sont, semble-t-il, beaucoup plus attrayants, c'est que les jeunes ne viennent toujours pas beaucoup vers nous et vers la formation, ni vers les entreprises. En effet, ça matche assez peu. En Picardie aujourd'hui, dans les métiers de l'artisanat, il y a 34% de places disponibles non pourvues par les jeunes. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des entrepreneurs qui sont encore en attente de jeunes, malgré cette année compliquée, très compliquée. Il y a 34% de places disponibles dans les centres de formation de Picardie, en chambre de métier de l'artisanat. Alors évidemment, les jeunes ne sont pas toujours bien informés, n'ont pas une orientation qui est toujours très accompagnée par les collèges. Malheureusement, c'est un très vieux sujet. Gardent une image parfois très ancienne, pas très fun, des métiers de l'artisanat ou d'autres métiers traditionnels. Et surtout, nous avons un public aujourd'hui qui a besoin de sens, qui a besoin d'avoir une conciliation différente entre leur vie perso et leur vie pro. Alors mes questions sont les suivantes, Monsieur le Président. Comment pourrait-on davantage amplifier l'information à donner aux jeunes, dire que le visage nouveau de la formation est arrivé, dire que nous n'accueillons plus aujourd'hui à la mode pépère avant, en mode proscolaire. Comment, deuxièmement, attirer vers des métiers soit très traditionnels, parce qu'on a besoin de main-d'œuvre aujourd'hui, dans les métiers classiques, qui nourrissent la population, qui font du service à la population, ou au contraire dans des métiers très innovants, qui peut-être ne sont pas encore complètement sortis dans l'image collective de la population. Comment, et enfin, amplifier... comment rassurer les jeunes sur le sens qu'ils vont trouver dans nos parcours de formation. Comment amplifier l'information donnée. Merci Stéphane. Beaucoup déjà de travail. Merci Stéphane. On va entendre ces actions, Monsieur le Président. On va entendre Xavier Bertrand répondre à vos questions. Je reprends votre chiffre, Stéphane. 34% des places disponibles sont non pourvues aujourd'hui. Xavier Bertrand, on l'a retrouvé au téléphone et on vous écoute sur ce sujet. Il faut déjà les faire vivre, c'est-à-dire que très clairement, proche orientation, c'est un formidable potentiel. Nous utilisons la compétence orientation, mais proche orientation s'est un peu cassé les pattes par le Covid. Ce que nous voulions développer avec des semaines complètes de l'orientation dans les collèges et les lycées, on n'a pas pu mettre en place. Et là, pour un système qui n'était pas encore opérationnel, de le faire vivre à distance ou avec le site, c'est bien, mais ce n'est pas à la hauteur de ce que nous voulions faire. Donc je pense qu'il faut qu'on continue la mobilisation et pour toutes celles et tous ceux qui nous écoutent, le fait d'accepter de passer du temps pour enregistrer un témoignage, le fait de passer du temps également pour participer physiquement à une opération, tout ceci, c'est quelque chose dont on a singulièrement besoin et on aura besoin de démultiplier ainsi qu'avec des entretiens d'accompagnement. Je ne prends pas la place des CIO, des centres d'information et d'orientation,
Mais je pense que le partenariat que nous avions noué, notamment avec les chambres des métiers de l'artisanat, mais pas seulement, c'est justement le vrai potentiel avec ces ambassadeurs de l'orientation. Je crois profondément à cela, parce que c'est vrai qu'il y a un manque total d'informations. Et d'autre part, on doit aussi se tourner vers les modes de communication les plus adaptés. Quand on parle de Twitter ou Facebook, nous, ça nous parle encore, mais les jeunes sont sur autre chose, sont sur TikTok, sont sur d'autres réseaux sociaux. Donc, il faut justement que l'on repense ça. C'était vraiment ce que nous avions prévu en 2020, mais le Covid et la situation sanitaire en ont décidé clairement autrement. Et là, je peux vous garantir que le partenariat qu'on a avec les professionnels, et notamment avec les consulaires, c'est ce qui me laisse vraiment très confiant, clairement, pour l'avenir. Sur la question du sens, il y a aussi un autre aspect. Là où j'ai besoin des entreprises, c'est que j'ai l'obsession que l'on puisse vraiment former pour des métiers qui existent et qui existeront demain. Et là où c'est très compliqué, c'est de pouvoir savoir aujourd'hui quels seront ces fameux métiers de demain. Les carbone managers dans les entreprises, j'ai découvert ça dernièrement, ce sont des emplois très concrets pour mesurer les efforts qui sont faits par les entreprises sur le carbone, la réduction des émanations de carbone. Bon, ces métiers-là, il y a 5 ans, on n'en parlait pas forcément. Donc, quels sont les métiers qui vont voir le jour dans l'année qui vient, dans les 5 prochaines années? Et là, il n'y a que les entreprises qui peuvent nous le dire. Moi, je suis prêt à adapter l'effort de formation de la région, à fermer des formations pour lesquelles il n'y aurait pas de débouchés, mais il faut que je sache dans quel domaine il y aura des débouchés pour que l'on puisse mettre le paquet sur celle-ci. Vous voyez, cette anticipation, je la demande. Alors, on a été la première région de France à avoir, avec les branches professionnelles, toute une action pour essayer d'anticiper, et encore une fois d'anticiper par filière, par métier et par zone géographique, parce que les besoins, notamment pour former des poseurs de fibres, sont plus importants à Méru que dans d'autres endroits ou sur la côte d'Opale. Ce sont les métiers du tourisme qui sont justement prioritaires. Donc, vous voyez, je veux faire ce sur-mesure, mais j'ai besoin de cette visibilité. Et là, les entreprises sont mieux placées que moi pour définir leurs besoins. Merci beaucoup. Donc, je retiens les questions que vous nous posez pour le travail de demain, demain jeudi. Un sujet important, c'est qu'on travaille sur quels seront les métiers de demain, le repérage des métiers de demain et les besoins zone par zone. Et c'est vrai qu'il ne faut pas avoir la focale de la région, mais regarder bassin d'emploi par bassin d'emploi. Les jeunes qui ne viennent pas dans les entreprises, hein, c'était le cri du cœur qu'on a entendu il y a quelques instants de Stéphane. On travaillera aussi là-dessus, hein, comment favoriser la connexion. Et puis ces 2 étudiants de l'université d'Amiens qui nous expliquaient que eux, ils ont fait le choix d'aller pour leurs études supérieures à l'université. Ils ont envie de bosser ici. À quelles conditions? Comment? Sur quelle offre? C'est 3 sujets importants sur lesquels on travaillera demain et sur lesquels on vous apportera des plaidoyers, en fait. Alors, on va conclure, si vous le voulez bien, Xavier Bertrand, avec Jean-Pierre Le Tartre qui vient de me rejoindre, le président du World Forum, sur ces nécessaires coopérations. Oui, je vous en prie, allez-y. Si vous me permettez, allez-y. Notamment sur les jeunes. Allez-y. Oui, je vous en prie, allez-y. Oui, sur la question des jeunes, nous sommes une région qui avait réussi, avant le cœur de la crise Covid, à baisser notre taux de chômage de façon 2 fois plus importante que la moyenne nationale. Nous partions de haut, mais de montrer qu'il n'y a pas de fatalité. Et je le dis à ces jeunes, nous sommes en train de créer dans la région des emplois, des nouveaux emplois. Quand on crée l'usine de batterie, quand on crée justement le canal Seine-Nord-Europe avec les emplois pour la construction, mais ensuite, c'est pour leur offrir des opportunités. C'est pour qu'à la sortie de leurs études, ils puissent décrocher un job. Je veux qu'ils aient le choix de travailler en région ou ailleurs. Mais je veux leur donner cette possibilité. C'est aussi une possibilité également, c'est création d'emplois pour des toujours jeunes, de changer de voie, c'est la reconversion professionnelle, ou à des chômeurs de sortir du chômage. Mais j'ai bien en tête que ces offres d'emploi sont à destination des jeunes. Et je le dis pour des grands projets, mais j'ai aussi autant d'attention pour des micro-projets, avec par exemple un boucher charcutier qui va chercher des jeunes à recruter. C'est ça qui est important. Ouais. Qu'est-ce que vous avez prévu, Xavier Bertrand, qu'est-ce que vous avez prévu pour relocaliser des activités et donc recréer de la valeur
Donc, relocalisation d'activités et de filières. Qu'est-ce que vous avez prévu dans votre plan de relance? Attendez, excusez-moi, qui est-ce qui crée les emplois en France? Qui est-ce qui crée de la valeur en France? Non, mais en fait, c'était une question sûrement qu'ils voulaient nous poser à tous les deux, tu vois. Non, qui crée de la valeur, qui crée des emplois? Les entreprises. Jean-Pierre Le Tartre vous répond les entreprises. Voilà, et il a raison, Jean-Pierre. Ce sont les entreprises. Quel est le boulot des politiques? C'est de créer... C'est donc de créer l'écosystème qui va permettre à ces entreprises de le faire. Depuis 3 ans, ce ne sont pas mes chiffres. C'est Ernst & Young d'un côté, c'est Business France. Nous sommes la région qui a attiré le plus d'investissements industriels internationaux. Ce ne sont pas les chiffres de la région, ce sont des chiffres indépendants. Bon, moi, mon rôle, c'est que les projets trouvent chaussures à leurs pieds. C'est-à-dire qu'on puisse leur offrir en capacité d'investissement, en financement de leur capacité d'investissement, en financement de leur formation, l'envie de s'implanter chez nous. Et c'est ça qui est très important à mes yeux, c'est que nous puissions créer l'écosystème pour que les gens se disent « Tiens, je suis dans les Hauts-de-France, c'est dans les Hauts-de-France que je pourrais faire mon développement. Tiens, je suis ailleurs que dans les Hauts-de-France, dans cette région, ils ont l'air de mettre les conditions sur la table pour que je puisse m'installer et me développer. » Vous voyez, c'est ça quand vous me dites « Qu'est-ce que vous avez prévu ?» Il y a les financements du plan de relance pour nous permettre de financer de tels projets. Et après, là où on a besoin de mettre en place une sorte de grand circuit court, c'est que les jeunes qui cherchent, nos outils de formation et les besoins des entrepreneurs, tout ça, ça match. Tout ça se soit connecté. Et que d'autre part, notamment tous ceux qui sont dans la tech, par exemple, puissent se dire, tiens, avec ce qui est en train de se passer, je peux aussi trouver des débouchés pour mes métiers. Vous voyez, c'est tout cet aspect-là qu'il nous faut aujourd'hui connecter. Je pense que le rôle de la région, comme des acteurs, notamment comme entreprises et cités, c'est justement de pouvoir vraiment connecter les uns aux autres. Si on veut lutter contre le cloisonnement qui est un mal français, je pense que la connexion, c'est justement l'enjeu. Alors, est-ce que vous donnez ce rôle, l'entreprise, de connexion? Oui, Jean-Pierre Le Tartre. Oui, merci. D'abord, je voudrais remercier Xavier d'être parmi nous, même avec des conditions difficiles. Voilà, je voulais simplement dire merci à Xavier parce que je pense que les connexions technologiques se sont améliorées par rapport à ce qu'on a eu dans le passé, mais peuvent encore s'améliorer, d'où l'importance d'ailleurs de la 5G. Mais ceci étant dit, en 5G, on aurait une meilleure communication, je pense, Xavier, non, tu crois pas? En fait, je voulais simplement dire effectivement que ce World Forum, on a voulu le maintenir avec les conditions technologiques du digital, parce que justement, c'est le lieu de la connexion. C'est le lieu de la connexion entre les acteurs pour l'apprentissage, le partage d'expériences, l'information, entre les acteurs économiques, mais aussi entre les acteurs économiques et les acteurs publics, comme on le fait ce soir, pour partager ensemble. Et tu sais que je suis un fervent défenseur de la coopération entre le public et le privé pour transformer à la fois nos entreprises et nos territoires. Et aujourd'hui, je pense que ce qu'on peut dire, c'est que les entreprises, et la plupart des entreprises, ont compris leur rôle social, ont compris qu'aujourd'hui, les sujets de leur responsabilité économique font partie de leur quotidien, font partie de leur modèle économique, font partie, je dirais, de la performance de leur entreprise sur la durée. Et ça, je pense que tu confirmeras, je pense, que tu peux le voir aussi auprès des chefs d'entreprise que tu rencontres, et aujourd'hui aussi. La question que j'ai envie de te poser par rapport à ça est donc comment tu vois l'évolution du rôle de l'acteur public? Si l'acteur privé, et notamment les entreprises, sont de plus en plus présentes en fait dans, au fond, l'action publique de leur environnement, en aidant sur la création d'emplois, bien sûr, c'est leur rôle, mais aussi dans l'engagement sociétal. Au fond, l'acteur public, comment tu vois l'évolution de son rôle? Xavier Bertrand. Je pense qu'il est un facilitateur, je pense qu'il est un accélérateur, je pense que c'est celui qui met en relation, c'est celui qui crée les conditions, mais je pense que le politique doit sortir de son rôle où il veut tout organiser, tout régenter. D'ailleurs, je plaide pour qu'il y ait une remise à plat des relations entre l'État, les entreprises, parce que les entreprises, les entrepreneurs sont celles et ceux qui créent de la richesse, qui créent de la valeur, qui créent de l'emploi. Et il faut donc leur faire confiance. Et je plaide maintenant pour qu'il y ait beaucoup plus de souplesse, de facilité. D'ailleurs, vous marquerez à la région, j'ai commencé à vouloir cette facilité. Quand on est là aujourd'hui sur le soutien et la relance, on met des procédures simplifiées, des guichets uniques.
je retrouve un petit peu les accents, les habitudes que j'avais quand j'étais moi-même entrepreneur. On se soucie du client. Les entreprises, d'une certaine façon, dans la région, quelle que soit leur taille, quelles que soient leurs activités, sont des clients du conseil régional et on doit leur offrir un service client. Je dis client, je sais que le terme n'est pas le plus adapté, mais c'est pour vous dire ça. C'est-à-dire qu'on a longtemps été dans un rôle où le politique était sur son avantin, à savoir ce qui était bon, et il fallait qu'on vienne lui présenter ses civilités en espérant qu'il daignerait s'intéresser. Moi, j'essaye de me mettre au cœur des acteurs et de pousser avec eux. Parce que je suis vraiment intimement convaincu, vous savez, ce fameux proverbe africain s'applique très bien en réponse à la question de Jean-Pierre. Si tu veux marcher vite, tu marches seul. Si tu veux marcher loin, tu marches avec les autres. Et je crois que le rôle du politique, c'est aujourd'hui de redevenir un acteur d'importance, mais un acteur avec les autres. Je crois savoir que c'est aussi la philosophie de Jean-Pierre, et c'est aussi pour cela que dans la région, on a réussi à encaisser le choc peut-être mieux qu'ailleurs sur cette première vague, et que nous serons certainement capables de traverser cette épreuve que va être cette crise, peut-être dans de meilleures conditions. Merci beaucoup Xavier Bertrand. Alors on a réussi, avec quelle difficulté, mais on a réussi à vous entendre et on a enregistré vos contributions, vos demandes sur ces 4 thèmes sur lesquels on travaillera demain. On va tout de suite en faire une fiche. Donc demain on se met au travail. Il y a plus de 150 personnes qui sont inscrites à cet exercice et on vous rendra compte, l'aller-retour de l'enrichissement de ces thèmes tellement importants. Un dernier mot, Jean-Pierre Le Tartre? Non, simplement dire merci Xavier d'avoir participé dans les conditions qu'on a eues à cet échange et de dire à quel point je suis convaincu que le jeu collectif, en fait, comme tu l'as dit, que le jeu collectif entre l'ensemble des acteurs, entre les entreprises aussi, parce que le jeu collectif est important aussi entre les filières et entre les entreprises et avec les acteurs publics, est clé et encore plus clé aujourd'hui, et ça à l'échelle du territoire. C'est du local que viendra les solutions, mais avec le jeu collectif et aussi l'ouverture au monde. Un point très important, pas des territoires fermés, mais des territoires ouverts au monde. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec notamment le World Forum, qui est très international, puisqu'on a eu beaucoup de speakers internationaux, un peu de tous les pays du monde, avec des conditions aussi de connexion variables, mais on a pu effectivement mener près de 200 conférences en fait, pendant ces 3 jours. Et c'est aussi ça le World Forum, comprendre ce qui se passe ailleurs. Exactement. Pour encore mieux agir ici. L'indispensable jeu collectif. On se quitte là-dessus, Xavier Bertrand. Je vous laisse le mot de la fin. Non, je n'ai rien à rajouter à ce que vient de dire Jean-Pierre. C'est à la fois du bon sens et c'est aussi une exigence. Et je pense qu'on n'est plus à une époque où ce qui est important, c'est de savoir qui mettra son logo en plus gros, comment on fera. C'est vraiment cette logique d'agir ensemble. On sait le faire dans cette région. C'est pour ça qu'il a su faire preuve de résistance, de résilience, de reconquête par rapport à des épreuves qu'on a eues par le passé. C'est une sacrée épreuve qu'on va traverser. Il ne s'agit pas d'être trop pessimiste, mais de dire la vérité. Mais je sais qu'on traversera cette épreuve en ayant le sens de se mettre à la place des gens et à hauteur des gens. Ça, c'est aussi une grande marque à la fois de l'entreprise, de celles qui ont cette éthique à cœur. Elles sont nombreuses dans la région, mais c'est aussi une exigence des responsables publics. Merci en tout cas de ces initiatives. Très bon World Forum. Un grand merci Xavier Bertrand. Alors vous, merci d'avoir été à l'écoute. Je sais que vous êtes nombreux et malgré les conditions, un grand merci aussi à celles et ceux qui ont témoigné, qui ont échangé avec Xavier Bertrand et avec des conditions difficiles. Un coucou à nos étudiants de l'université Jules Verne. Ils ont bossé et j'espère que j'ai été fidèle dans la retranscription de vos attentes et de vos problématiques. Et on se retrouve donc demain dès 9h pour bosser, parce qu'on doit bosser et on doit avancer tous ensemble. Merci à vous et bonne soirée.